Et voilà, c'est parti du coup pour ce webinaire sur la prospection. Il y a déjà pas mal de monde présent, donc bienvenue à tous, bonjour à tous. Bonjour à mes trois invités qui sont là aujourd'hui avec moi. Je suis vraiment ravi que vous soyez présents pour ce webinaire sur la prospection. On a déjà 19 personnes qui sont présentes. On va attendre encore quelques secondes que tout le monde vienne tranquillement nous rejoindre. J'espère en tout cas que tout le monde va très bien. C'est la première fois que j'utilise cette plateforme, donc j'espère que vous apprécierez en tout cas les petits changements par rapport à ce que peut-être vous connaissez habituellement. Je crois qu'on a une partie chat. Voilà, donc tout le monde est là. Oui, effectivement, bonjour. Voilà, tout le monde est en train de dire bonjour dans le chat. Donc c'est parfait. Il y a un petit chat aussi pour que les gens puissent réagir. Donc n'hésitez pas effectivement à utiliser ce chat. On va commencer là dans quelques secondes. Vous pourrez évidemment utiliser ce chat pour poser vos questions. Vous verrez, il y a des petits sondages qui vont apparaître aussi au fur et à mesure de notre webinaire. Et puis, à la fin, on pourra aussi répondre à vos questions. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vois qu'on a quasiment une vingtaine de personnes présentes. Donc, je vous propose qu'on démarre. Les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Je vais peut-être déjà laisser nos trois invités se présenter. Gauthier, salut. Est-ce que tu peux nous te présenter rapidement à nous? Oui, bonjour Alexandre, bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis le cofondateur de Koala. C'est une société qui a été créée il y a 2 ans. On a une mission, c'est booster la prospection sortante des entreprises de 3 façons. On envoie des fiches contacts de dirigeants avec les bonnes coordonnées et les bonnes informations aux commerciaux. 2, on apporte un peu de méthodo et un peu de coaching. Et 3, on essaye d'installer une routine pour la prospection et pour la performance commerciale. Super, merci beaucoup Gauthier. Jacques? Eh bien, bonjour à tous. Donc, merci encore, Alex. Donc, moi, je travaille en cadeau of sales chez Jeudi Merci. Donc, nous, on fait des cadeaux clients, tout simplement. Et dans le cas d'aujourd'hui, on se sert en fait de ces cadeaux pour déclencher un intérêt plutôt sur des grands comptes. Donc, on y reviendra pour que quand après vous appelez des personnes, vous ayez un icebreaker plus facile que ce que vous connaissez Jeudi Merci. Mais est-ce que vous avez bien aimé mes gâteaux? Super. Et du coup, Jacques remplace Malcolm, hein, qui était notre invité initial, qui travaille avec Jacques, mais le pauvre est cloué au lit, donc on pense bien à lui, on lui souhaite un bon rétablissement, et merci beaucoup Jacques d'avoir pris la relève au pied levé ce matin pour ce webinaire. Et je vais terminer du coup par Raphaël. Salut Raphaël. Salut Alex, merci pour l'organisation du webinaire, ravi d'être parmi vous. Raphaël, donc, je travaille chez HubSpot depuis 4 ans sur la partie animation de partenaires et chez HubSpot, on fournit une plateforme CRM depuis 2006 et on est en France depuis 2019. On accompagne plusieurs milliers de clients en France. Donc, le sujet de la prospection, ça fait sens avec le CRM d'HubSpot et aussi on a des modules dédiés à la prospection. Super, parfait. Merci beaucoup Raphaël. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Alexandre Jean Petit, donc je suis le directeur marketing d'ID Agency. ID Agency, on est effectivement une agence partenaire d'HubSpot. On aide les entreprises à transformer leur expérience client et digitale à travers toute la suite de HubSpot. On est une trentaine de collaborateurs basés à Lyon et voilà, on organise régulièrement en fait des événements ou des webinars pour transmettre un petit peu nos connaissances, nos conseils avec des invités qui ont toujours une très bonne expertise sur ces sujets-là. Et donc, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Il y a quasiment 30 personnes là, qui nous ont rejoints, donc c'est super. Je vois que le sujet intéresse en tout cas beaucoup de monde parce qu'effectivement, on le voit, la prospection est vraiment difficile en ce moment, notamment sur cette fin d'année. Je vais d'ailleurs lancer un petit sondage si vous pouvez y répondre du coup pour nous dire si de votre côté, effectivement, la prospection est aussi délicate. Cette fin d'année va être très importante pour beaucoup de monde. Il y a une crise économique qui touche évidemment tous les secteurs d'activité. Donc, on a évidemment une pression commerciale qui est très, très forte. Donc là, on a quasiment du 100% sur cette fin d'année difficile. On a des commerciaux aussi qui doivent faire face à des enjeux qui peuvent parfois un petit peu les dépasser dans le sens où il y a énormément de choses aujourd'hui à maîtriser. On demande aux commerciaux d'être à la fois des copywriters, des social sellers, actifs en prospection, capables de closer des deals de plus en plus complexes et qui sont aussi de plus en plus longs. Voilà, donc c'est forcément un contexte qui est très difficile d'un point de vue aussi personnel. Et puis,
une prospection qui s'est beaucoup digitalisée après le Covid et qui parfois peut faire perdre un petit peu le sens de la prospection. Donc, on va beaucoup y revenir d'ailleurs durant ce webinaire. Effectivement, quelques pertes parfois de repères sur à qui on s'adresse, nos objectifs, quelles propositions de valeur, comment on arrive à atteindre nos cibles de manière efficace, comment on arrive à rentrer dans nos objectifs de manière efficace. Et c'est toutes ces questions qu'on va essayer de traiter donc, dans ce webinaire. Je ne vais pas parler plus longuement. L'idée, c'est de pouvoir rentrer directement en fait, dans le cœur de notre sujet. Qui est donc nos 5 secrets vraiment efficaces pour réussir sa prospection, avec un focus aussi sur cette fin d'année, mais aussi pour les mois à venir et pour préparer 2024. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de pouvoir commencer en fait directement avec notre premier secret, qui est donc de pouvoir poser les bases d'une prospection réussie. Voilà, petite animation évidemment pour enchaîner sur ce premier secret. J'espère que vous apprécierez. Mais ce qui est évident de comprendre, c'est que aujourd'hui, il y a des basiques essentiels à poser en prospection. Avant de se lancer, ça demande une bonne préparation, ça demande aux équipes commerciales d'avoir un petit peu de recul, d'avoir aussi un travail d'analyse et de collaboration avec les équipes marketing. Donc, pour démarrer, premier secret, comment on va réussir à mettre en place une bonne prospection, notamment pour réussir cette fin d'année. Gauthier, je te laisse peut-être démarrer, toi qui accompagnes beaucoup de monde sur ces enjeux de prospection. C'est quoi un petit peu tes conseils pour poser ces bases? Comment on arrive à poser ces bases sur la prospection? Oui, tout à fait. Bah, alors, moi, il y a deux sujets que j'aimerais partager avec vous sur, un peu la préparation à la prospection. C'est d'abord, de définir l'objectif à laquelle la prospection doit répondre. Hem, Quand on parle d'objectif, on parle principalement de chiffre d'affaires et ce qui est intéressant, quand j'essaie de creuser avec le client, c'est de voir, bah, dans ce gâteau, dans ce chiffre d'affaires-là, en fait, quelle est la part qui est vraiment, dédiée à la prospection sortante, pour ensuite hem, revenir en arrière sur les étapes. C'est-à-dire que si on dessine qu'il y a, 100 000 € à aller chercher, d'ici le 31/12, et ben, c'est de questionner en fait, qu'est-ce que c'est pour vous 100 000 €? Est-ce que c'est 10 ventes de 10 000 €? Est-ce que c'est, 2 ventes de 50 000? Est-ce que c'est 100 ventes de 1 000 €? Mais en fait, ça permet de définir, en fonction de votre taux de transformation, du nombre de rendez-vous que vous devez aller chercher. Si vous avez un taux de transformation de 20 et qu'il faut faire 10 ventes, et ben, il faut avoir 50 rendez-vous. Après, ramener à ça évidemment le cycle de vente, mais en fait, ça permet aussi de se dire: «Qu'est-ce que je dois faire dès aujourd'hui pour répondre à cet objectif d'ici la fin d'année? Qu'est-ce que je dois faire dès ce matin, dès cette fin octobre, pour avoir un maximum de rendez-vous au mois de novembre, permettant de transformer un maximum d'ici la fin d'année?» Et pareil, quand on dit, comment on va attendre 100 000 €? Est-ce que ça va être plus rapide de faire 2 offres à 50 ou pas? Mais est-ce qu'on a des offres suffisantes aussi pour faire 2 offres à 50? Donc en fait, ça questionne un peu tout ça et c'est aussi ça qu'il faut se baser pour remonter en arrière. Je vous prends un exemple, j'essaye d'aider mes clients à avoir, 5 rendez-vous par semaine pour avoir 20 rendez-vous par mois. Donc grosso modo, 20 rendez-vous par mois, c'est 1 rendez-vous par jour. Donc qu'est-ce que je fais tous les jours pour y arriver? Donc ça c'est vraiment le premier sujet que je voulais partager avec vous, et le deuxième sujet, c'est la liste, c'est le fichier de prospection. Donc, comment on prépare le terrain, et je voudrais appuyer là-dessus parce que pour moi, la liste, c'est vraiment ce qui est décisif et stratégique pour la suite, pour la vente. Et c'est souvent quelque chose qui peut être sous-estimé. On a tendance à aspirer à un maximum de contacts sur LinkedIn et ensuite faire des séquences, alors que c'est une partie qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que si elle répond du coup à cet objectif-là, il n'y a pas besoin d'avoir finalement une liste qui est très, très grande. Et ensuite, dans certaines entreprises, d'ailleurs, on demande aux commerciaux d'avoir un peu la dream list, les top 100 des entreprises qu'on veut avoir. Et ben ça, c'est des choses aussi qui stimulent à la fois la créativité, mais qui permet aussi d'avoir un bon cadre et un bon terreau pour commencer ensuite à la prospection commerciale. De ton côté, Jacques, c'est pareil, vous avez des bases qui sont posées aussi par rapport à vos objectifs de prospection? Ouais, ouais, je rejoins totalement Gauthier sur la partie, statistique. Donc se fixer des objectifs chiffrés et se dire: «OK, voilà, on a des jolis tableaux de bord en se disant, bah, on en est où et quelle partie va être pris par la prospection, outbound».
Et combien de rendez-vous, et après décliner, du coup, ça veut dire combien de rendez-vous, ça veut dire combien d'appels, ça veut dire combien de listes préparées pour les SDR. Moi, ce que j'ajouterais, c'est de bien identifier en amont aussi les canaux qu'on va utiliser. En gros, généralement, nous, on identifie 6 canaux différents pour pouvoir toucher des prospects. Le premier, c'est bon, la pub, donc que ce soit télé et autres, bon, ça, on l'utilise moins. Ensuite, tu as le canal courrier, du coup, qui est notre métier, donc nous, on va énormément l'utiliser. Après, il y a l'email, donc qui est aussi une arme, les réseaux sociaux, LinkedIn et autres, le téléphone et la recommandation. Et donc quand tu crées une campagne, que tu te dis: «OK, bah, après avoir mis tes objectifs de prospection», tu te dis: «OK, bah, quelle arborescence je vais définir et quels sont les canaux qui vont être les plus pertinents pour aller chercher ce rendez-vous par jour ou ces X, euros de chiffre d'affaires». Et est-ce que, le marketing a un rôle important dans l'aide au support commercial? C'est-à-dire dans l'aide à aller comprendre à qui on va s'adresser, par exemple? Est-ce que ça marche comme ça chez Jeudi Merci? Est-ce que vous avez un travail d'analyse aussi qui est fait en amont sur les personnes à cibler, sur les types d'entreprises à cibler? Comment vous fonctionnez par rapport à ça? Ouais, nous, on travaille beaucoup avec le marketing dans la partie prospection. Alors, on a vraiment un gros alignement, sales market sur ce côté-là, notamment pour tout ce qui est effectivement identification des personas. On a vraiment différentes offres, on pourra rentrer plus dans le détail, mais savoir à qui je vais m'adresser, ce que je vais leur dire. Parce que nous, on a des feedbacks un peu, individuels, donc c'est le job du market de faire quelque chose de beaucoup plus, complet. Il nous aide aussi à écrire nos séquences. Donc tu parlais effectivement, on a décidé que les sales, c'était pas les meilleurs pour écrire des séquences. Donc c'est le market qui le fait et c'est eux aussi qui sont honneurs, de la partie lead, donc ils sont ramenés par ces séquences et ça, c'est aussi très important. Justement, toi, Raphaël, quand on a préparé, ce webinaire, tu disais, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir fournir aux sales, des outils, et notamment ce que tu appelles l'enablement, notamment des ressources sur les concurrents, sur le marché. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, avec plaisir. Nous, on utilise une plateforme en interne pour la partie enablement. On a toute une série de documents pour mieux comprendre ses cibles. HubSpot, on peut aller attaquer différentes cibles côté market, sales, service client, à différents niveaux hiérarchiques aussi, différents niveaux de responsabilité. Donc ça, c'est important d'avoir les bons verbatim, les bons messages, bien comprendre les problématiques de chaque rôle, de chaque industrie aussi, ça va être important. Et aussi par rapport à aller viser des clients qui vont utiliser des outils concurrents pour faire des campagnes de rip-off, ce qu'on appelle, c'est pourquoi migrer tel outil vers HubSpot. Mmh. Donc toute cette partie-là, donc on a des équipes qui nous constituent ces ressources documentaires, aussi nous préparent des reportings dédiés, on va être capable de savoir sur les listes de contacts ou les listes de comptes qui on peut aller adresser avec telle et telle séquence qui sont déjà préparées. Donc le commercial, il va pouvoir ensuite utiliser tout le travail préparé en amont pour lancer ses campagnes ciblées. Et est-ce que oui, excuse-moi, je te coupe, mais, est-ce Non, que non, du coup, vas-y. mais oui, oui, mais du coup aussi ce que je trouvais très intéressant, qui est une autre démarche dans les bases, et que tu évoques souvent, c'est aussi la consistance, la cadence, de Ouais. prospection. Ça, c'est quelque chose sur lequel toi tu insistes aussi beaucoup, de maintenir un rythme de prospection et surtout là sur la fin d'année, de ne pas relâcher ses efforts. Ah, ça, c'est essentiel quand on est commercial ou c'est comme à l'école. Quand tu as un 20 sur 20, tu as tendance à relâcher les efforts ensuite et avoir 5 sur 20. Ça m'est déjà arrivé personnellement. Donc, côté commercial, on peut avoir cette fâcheuse tendance à relâcher les efforts, alors que un pipeline, c'est assez mathématique. On a tant d'appels, tant de séquences, tant de rendez-vous à délivrer, à obtenir, tant de deals à créer pour ensuite atteindre ses objectifs. Chez HubSpot, c'est des objectifs mensuels. Donc, c'est vraiment important de répéter l'effort, comme on dit, de se bloquer des créneaux dédiés à la prospection, au Mmh. sourcing aussi, au suivi de ces tâches, de ces rendez-vous. Donc, pour chaque type de tâche, on va se bloquer un créneau.
Tu es assez d'accord avec ça, Gauthier, toi? C'est ce que tu conseilles aussi Ouais, beaucoup aux boîtes que tu vois, c'est cette cadence et c'est aussi l'idée de ton appli, au fait, au final. C'est de pouvoir aussi créer cette cadence. c'est ça, en fait, si tous les matins, vous avez une prise de contact sur 20 personnes, qualifiées dans votre cœur de cible, ça en fait 100 à la fin de la semaine, ça en fait 400 à la fin du mois. Donc c'est quand même des volumes qui sont raisonnables pour avoir un bon niveau de personnalisation et à la fois, comme disait Raphaël aussi, c'est des mathématiques, donc il faut aussi une certaine quantité pour avoir des retours. Mais en fait, ce qu'on peut voir, parfois sur LinkedIn ou sur internet, de dire que sur, 100 appels, il y a 2 rendez-vous, ça ne veut pas dire grand chose. Tout repose aussi dans la qualité du fichier et j'ajouterais, j'aurais pas enfin moi j'utilise pas la métaphore de l'école, mais qui est une très bonne métaphore, j'utilise plutôt la métaphore du sport. Mais voilà, pour préparer un marathon, ça nécessite de s'entraîner, un peu toutes les semaines et après ça devient une habitude, ça devient une routine. On a plus d'aisance à passer un coup de fil, à rédiger un mail, à faire un post sur LinkedIn ou autre. Donc ouais, tout à fait, je rejoins ce point-là. Et est-ce qu'il y a un travail aussi à faire sur la personne, en tout cas, à qui on s'adresse? Moi, j'ai le sentiment de régulièrement recevoir des emails de prospection dans lesquels je ne me sens pas du tout concerné. C'est quoi le problème par rapport à ça? Peut-être Jacques, je ne sais pas si tu as une réponse par rapport à ce sujet-là. Est-ce que les bases, que l'on donne aux commerciaux pour prospecter ne sont pas bonnes, ne sont pas assez travaillées? Est-ce qu'il n'y a pas une assez grosse réflexion sur le persona à qui on s'adresse? Est-ce que d'ailleurs le persona, c'est un bon moyen de cibler les bonnes personnes? Je ne sais pas. Hem, Tu me mets un peu on the spot là, mais mais ouais, non, clairement, l'email de prospection à froid, c'est un exercice qui est ultra difficile. Ce qu'il faut avoir bien en tête, donc c'est de l'adapter effectivement à ton persona. Je suis bien d'accord. On y reviendra par la suite, mais Gauthier, tu as évoqué, si tu vends quelque chose à 50 000 €, à 1 000 €, à 10 000 €, bah, tu vas rentrer dans des degrés de personnalisation qui sont différents. Et tu peux te permettre en fait, de faire plus de volume et donc d'être moins pertinent, dans ta personnalisation si tu vends des deals qui sont plus petits, a priori à plus de monde, parce que, bah, de facto, les gens vont retrouver les mêmes enjeux. Après oui, si tu vends un deal à 50, des deals à 50 000 €, tu peux, bah, prendre plus de temps pour écrire ton email, il y a plein d'outils qui peuvent t'apporter des informations sur ton prospect. Il y a des secrets, à venir qui on les nommera sûrement. Mais moi je trouve que ouais, c'est pas un problème si, effectivement, quand tu vends une solution à 1 000 €, que tu as besoin d'en vendre 100 par mois, bah, que tu ratisses un peu large et qu'effectivement, bah, tant pis si ta cible de temps en temps, si tu fais pas mouche. C'est un gros problème si tu vends des solutions à 50 000 €, ouais. OK, très clair. Du coup, tu me fais une bonne passe D, pour le 2e secret effectivement qui est, orienté plutôt, sur les, outils. Donc là, aujourd'hui, on le voit, dans la prospection, on va avoir à la fois, de la prospection outbound, inbound, du cold calling, du terrain. Aujourd'hui, on parle énormément des outils. Les outils ont pris une place très, très forte, notamment sur les sujets d'automatisation, dans la prospection. Ce sont aujourd'hui aussi même des leaders d'opinion, sur les réseaux sociaux qu'on écoute beaucoup. Personnellement, moi, je trouve qu'il y a une jungle au niveau des outils. C'est très difficile de s'y retrouver. Aujourd'hui, on teste beaucoup de choses. On ne sait pas exactement de quoi on a besoin. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil pour démarrer, en tout cas, sa prospection, ou en tout cas pour réussir sa prospection? Parce que j'imagine qu'empiler les outils n'est pas forcément le meilleur moyen. Donc, c'est comment on arrive en fait à rendre la vie facile des commerciaux. Peut-être toi, Gauthier, si tu as un avis là-dessus. Oui, bah, j'ai tout le temps vendu des outils aux commerciaux, donc c'est un, c'est un vrai sujet en fait, heu, il y a dans un outil, il y a toujours un peu l'équation de dire, bon, bah, la proposition de la promesse, plus, la capacité à le réaliser sur, le temps et l'effort. Donc ce que je veux dire par là, c'est, hem, tu l'as dit dans l'intro, on demande énormément de choses aux commerciaux. Il y a une jungle d'outils, un océan d'outils, bref. Je pense qu'il faut, se rappeler qu'est-ce qui va aider le plus le commercial, avec le maximum d'impact. Dans le secret numéro un, effectivement, j'ai essayé d'expliquer, bah, il faut jamais perdre de vue, l'objectif au loin et après, bah, en quoi l'outil peut te permettre, d'accélérer pour, atteindre, le décisionnaire qui va te permettre de faire, une vente, hem, conséquente, avec lui. Donc, hem
je pense qu'on s'est très vite tous équipés d'outils. Ça coûte pas très cher, on peut s'abonner, mais je pense qu'il y a déjà, regarder ce qu'on a dans notre portefeuille d'outils, voir déjà si on peut pas faire des économies parce que tous les outils commencent à prendre des parts des autres. Un Lemlist va du scrapping jusqu'au mail. Avant, il faisait du mail. Enfin bref. Donc je pense qu'il y a déjà un 1er tri à faire et ensuite se questionner sur, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire de garder. Pour répondre vraiment plus concrètement sur, cette partie, outillage, moi je pense qu'il y a 3 familles d'outils qui sont, importants dans une prospection commerciale, hein, uniquement là-dessus, une prospection sortante. C'est l'outil qui va permettre de suivre, les métriques qu'on a déjà partagées, nombre de contacts, nombre de rendez-vous, nombre de transformations. Donc ça, on va se rapprocher évidemment du CRM et la place du CRM. 2, c'est, avec quel outil je vais réussir à constituer mon fichier. Et ça, pour le coup, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir, 3 outils différents ou faire du scrapping de masse et cetera. Mais il faut surtout, heu, réfléchir et se dire où est-ce qu'ils se trouvent? Est-ce qu'ils sont pas déjà dans mon CRM? Qu'est-ce qu'on a dans ce CRM? Est-ce qu'il n'y a pas, quelque chose à aller chercher dans mon cimetière d'opportunités, dans les personnes qu'on met en nurturing mais qu'on n'active vraiment jamais? Ensuite, il y a, évidemment LinkedIn, et après on peut utiliser des outils comme, Surf, ou comme Koala pour, les envoyer ensuite dans des bases de données, mais aussi pour pouvoir mener une action dessus. Et après, peut-être que les prospects sont plutôt sur Maps, sont plutôt sur Paper, sont plutôt là-dessus. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette réflexion à avoir en amont. Et après, pour les coordonnées, et ben, comme disait Jacques, en fait, au plus on va aller chercher des décisionnaires, des personnes plus difficiles à avoir, au plus on va avoir besoin de se poser en disant, OK, donc cette personne-là, si je veux vraiment être visible auprès de lui, ben, soit il faut que j'aille la voir physiquement, soit il faut que j'essaye de trouver son numéro de téléphone. Et donc, des outils comme Casper sont des outils. Je parle de Casper, mais je pourrais dire Lusha et autres. Mais en tout cas, Casper, je pense qu'en France, sont peut-être le plus fiables. Après, il y a des sujets RGPD sur lesquels je mets un petit warning, mais en tout cas, ça doit toujours, en tout cas, répondre cet outil doit toujours répondre à c'est quoi la stratégie que vous avez mis en place. Et après, finalement, peu importe le moyen, des outils comme Jeudi Merci sont des très bons moyens aussi de faire la différence et de sortir du lot dans sa prospection. Et donc, il faut aussi être créatif et se rappeler et remettre en avant l'intelligence commerciale. Ah, c'est super intéressant, effectivement, ce terme de l'intelligence commerciale. Du coup, Jacques, toi, de ton côté, c'est quoi un peu ta stack outils, justement, sur la prospection? Est-ce que vous avez beaucoup d'outils? Qu'est-ce que vous utilisez? Comment vous utilisez? Nous, l'idée, c'est que le travail, soit le plus simple possible pour le commercial. D'ailleurs, je suis intéressé d'en discuter avec vous, savoir, quels outils vous donnez accès aux commerciaux, à quel moment il y a des ops qui font cette partie outils, pour pas, voilà, pour que le commercial puisse se concentrer vraiment sur la vente, pure et à quel niveau, le commercial a la main pour, utiliser des outils, aller chercher des infos. Nous, on a pris le parti qu'on essayait de lui pré-mâcher le travail le plus possible, et donc comme je disais que le market prenait en charge beaucoup de choses de la prospection, donc nous comme CRM, on utilise HubSpot, qui a lancé un nouveau module de prospection, donc je fais un big up à Raphaël, mais qui est vraiment très efficace en termes ouais, d'organisation de call, de suivi d'entreprise et suivi de tâches. Et on utilise LGM pour faire nos séquences. Et après, effectivement, on a LGM, Casper. donc la grosse machine, hein, Ouais, je précise la pour ceux qui grosse ne connaissent machine, pas. exactement. Et après, on a Casper et Lusha pour effectivement tout ce qui est récupérer les numéros de téléphone. Et en plus, donc on utilise notre propre outil Jeudi Merci pour envoyer des cadeaux en disant, voilà, montrant très concrètement ce qu'on est capable de faire pour leur faire vivre en IRL l'expérience Jeudi Merci. Et ça nous sert après d'icebreaker. Voilà, vraiment toutes les actions qu'on fait, l'idée, c'est très rare que une séquence emailing ou un envoi de cadeaux ou une pub et autres déclenche un rendez-vous tout seul. Donc voilà, toutes les actions, tous les outils, c'est pour aller amener le prospect jusqu'au bout et qu'ensuite, quand on l'appelle, et ben là, le rendez-vous puisse tomber comme une pomme bien mûre. Tout l'intérêt, Raphaël, justement, c'est ça, c'est de multiplier aussi un peu les points de contact. Donc, il y a différents outils qui vont te permettre d'aller sur différents points de contact pour essayer effectivement d'intéresser ta cible, d'intéresser ton prospect et l'amener finalement à venir échanger avec toi. C'est pas un outil qui va tout résoudre au final, mais c'est plutôt une succession de bons outils qui vont s'adapter en fait à ton prospect, où est-ce qu'il se positionne, où est-ce qu'il échange le plus pour essayer finalement de l'intéresser. C'est un peu ça l'idée?
Ouais, on va multiplier aussi actions marketing, sales, agréger de l'information. Plus tu as des points de contact plus ou moins directs avec tes prospects, plus le commercial va pouvoir adapter son approche. Par exemple, inscription à un webinar, on peut prendre cet exemple-là. C'est comment tu vas travailler ces inscrits, les participants ensuite avec des séquences adaptées. Tu télécharges un livre blanc, est-ce que tu vas créer une séquence adaptée au téléchargement du livre blanc ou est-ce que c'est ton marketing qui le fait? Il y a ces différents arbitrages qui doivent être menés pour être le plus performant possible et également aussi agréger de l'information, je veux dire, pour mieux connaître ses cibles. Nous, chez HubSpot, on a beaucoup d'outils qui nous permettent de savoir les solutions utilisées en interne. Également, tu es un industriel, tu vas peut-être vouloir connaître la solvabilité de tes futurs clients parce que tu vas leur vendre des machines qui requièrent un investissement lourd. Donc, il y a plein d'autres informations qu'on peut aller chercher en dehors d'un numéro de téléphone ou d'une adresse mail pour aller travailler des comptes plus importants, plus durs à aller à débloquer, on va dire. Bon, ça, on en parlera peut-être pour les prochains secrets aussi, comment mixer du digital avec du physique aussi. Tu En fait, fais des révélations avant l'heure, toi. Ouais. Oui, Gauthier. Non, mais Dis-moi, Gauthier. c'est intéressant parce que de toute façon, le sujet, c'est qu'il y a énormément d'informations de partout et à la fois, c'est une vraie chance et une vraie opportunité. Néanmoins, on peut vite se noyer. Et je pense que la force des outils de demain, ça va surtout être la capacité à pousser le bon contact avec le bon timing. Je pense que, enfin, après, je parle que pour moi parce que je pense que Raphaël, tu as un peu de recul là-dessus, mais moi, je suis encore un peu sceptique parce que c'est pas parce qu'il y a une intention ou en tout cas il y a un événement qui se passe que c'est forcément toujours le meilleur timing. Alexandre, je sais pas si tu soulevais tout à l'heure qu'il y avait une dirigeante qui disait arrêtez de m'envoyer des messages parce que je viens d'être nommée directrice générale. Sachez que c'est pas le bon timing quand on est directrice générale, quand on vient d'arriver, d'être prospecté. Et pareil sur une levée de fonds, parfois c'est trop tard quand on arrive après la levée de fonds. Donc je trouve qu'il y a il y a beaucoup de sujets avec l'IA, il y a beaucoup de sujets avec les outils. Je pense que la bonne direction, le bon chemin, c'est vers là-bas. C'est l'outil qui est capable de pousser la bonne info et limite le bon contact à appeler. Mais voilà, pour l'instant, il reste un peu de comment on arrive à se poser les bonnes questions, comment on arrive à passer 5 minutes à comprendre la personne avant de passer un coup de fil ou avant de rédiger un mail pour que cette personne accepte d'en passer 30 à nous écouter, quoi, rien que ça. Donc je pense que il y a un peu toutes ces réflexions à avoir effectivement sur les outils et ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Et on voit bien que d'ailleurs HubSpot s'empare aussi du sujet et que ça va être intéressant de suivre ça sur la partie outillage. Ok, très clair. Merci à tous les trois sur ce sujet important des outils. Voilà, bonne organisation, trouver les bons outils qui correspondent vraiment à ce dont on a besoin, toucher effectivement les prospects au bon moment grâce à ces outils, pouvoir aussi cadencer, ce qu'on disait tout à l'heure, les outils vous permettent aussi de cadencer un peu la prospection, donc c'est important, et de pouvoir aussi multiplier en fait les points de contact, les différentes approches entre le téléphone, le mail, les réseaux sociaux. Voilà, il y a pas mal d'enjeux autour de ça. Donc c'est super intéressant. Et ça me fait rebondir à ce que tu disais sur la directrice effectivement générale qui a fait un petit coup de gueule hier soir sur LinkedIn. C'est aussi changer cet état d'esprit. Et ça tombe bien puisque du coup, c'est le troisième secret. Aujourd'hui, je reçois 100% d'emails de prospection qui me demandent de prendre un rendez-vous avec un lien agenda directement. Et moi, personnellement, en tant que directeur marketing, ça me gonfle. Aujourd'hui, on le sait, tout le monde fait de la prospection automatisée, énormément de commerciaux s'y sont mis, et les approches aujourd'hui sont plus du tout les mêmes. Ce qui pouvait fonctionner peut-être il y a quelques temps, aujourd'hui ont beaucoup moins d'efficacité sur ce point-là. J'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs, peut-être c'est quelque chose que je ressens qui n'est peut-être pas forcément vrai, mais aujourd'hui, comment on peut faire changer d'état d'esprit les sales pour essayer de plutôt créer des conversations, créer des échanges, plutôt que de prendre rendez-vous tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Peut-être Jacques, je te vois pas forcément peut-être d'accord, je ne sais pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi, en fait, le travail du sales, c'est de vendre. Oui. Donc, le sales, lui, doit arriver pour vendre.
Après, qu'avant, il y a des interactions avec le branding, avec le marketing, avec les livres blancs, avec des événements, etc., de la boîte pour chauffer les prospects. Mais ça, c'est pas le job du sales. Ça ne remet pas en compte les mails de prospection un peu pushy que tu peux recevoir. Mais ouais, pour moi, vraiment, plus effectivement, je trouve, moi, quand je reçois un mail de prospection, plus c'est clair et je comprends exactement où il veut m'emmener, plus je suis à l'aise de dire oui, non, ça m'intéresse ou pas. Et quand je reçois des discussions, des choses comme ça, je me dis, qu'est-ce qu'il veut exactement? Est-ce qu'il a envie que j'achète maintenant, plus tard? Est-ce qu'il fait semblant d'être sympa? Euh, Non, mais c'est vrai. Alors que, enfin, Tu moi, as raison. j'aime bien que les choses soient bien carrées. Après, bah, j'ai un besoin, j'ai pas un besoin. L'approche a été faite sur mon besoin de manière plus ou moins pertinente. Mais moi, j'aime vraiment bien quand les choses sont claires. Tu vois, quand je commence mes rendez-vous, quand nos commerciaux commencent les rendez-vous, l'idée, c'est que bah, on annonce que le but, c'est que la personne devienne cliente. C'est notre Mm. objectif. On n'est pas là que pour avoir une discussion, échanger. Alors oui, par la force des choses, c'est souvent le cas, mais voilà, ça met les gens tout de suite dans une situation un peu différente. Très bien, on voit très bien le directeur marketing et le sales là qui ont des visions assez différentes. Gauthier, tu tranches? De quel côté? Alors moi, je pense que vous avez compris que j'ai plus une casquette sales. J'ai fait finalement assez peu de marketing. Euh, Après, ça rejoint un peu cette logique d'inbound, outbound, enfin de la pêche ou la chasse. Euh, Nous, ce qu'on essaye effectivement enfin là où on essaye d'accompagner nos clients, c'est plus sur la chasse, effectivement. Et notre conviction, c'est qu'un commercial est toujours le mieux placé pour savoir avec qui il a envie d'avoir rendez-vous. Euh, Sur la partie conversation, c'est hyper intéressant, Jacques, ce que tu dis, parce qu'effectivement, tu sens le truc arriver et c'est pas terrible. Néanmoins, on peut aussi dire que faire une vente sans avoir une bonne conversation et comprendre s'il y a un vrai besoin, c'est pas toujours évident. En tout cas, je pense que le plus important, c'est vraiment être sincère dans la démarche. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille, c'est quand je suis avec une entreprise qui a défini un peu son top 10 d'entreprises avec lesquelles elle aimerait bosser, c'est toujours voilà, se poser la question de s'assurer que, est-ce que, à ton avis, la personne, elle aura intérêt à t'acheter, c'est bien s'assurer de ça. Est-ce que toi, tu as vraiment envie de travailler avec elle? Et rien qu'en se posant déjà ces deux questions, et si tu as un peu de conviction là-dessus, que tu peux vraiment aider cette personne-là, je pense que tu as une force un peu naturelle en toi qui fait que tu vas prendre ton téléphone, tu vas te donner les moyens de réussir. Tu vas peut-être faire un mail, tu vas peut-être passer par LinkedIn, mais en tout cas, ça nécessite toujours cette réflexion et une fois qu'on a ça, je pense que ça nous permet aussi d'être face à un bon niveau de résistance. Si la personne nous dit écoutez, je suis pas sûr, etc., être vraiment sincère dans l'approche en disant bah écoutez, moi j'ai vu que, que, que je pouvais vraiment vous aider sur tel et tel aspect. Je vous propose effectivement une conversation pour déjà un peu défricher le terrain, voir s'il y a des problèmes. S'il n'y a pas de problème, moi j'ai aucun intérêt à aller plus loin et du coup se rapprocher plus de la vente de valeur que effectivement une vente de commodité. Néanmoins, je pense que tu as raison sur quand on envoie un emailing, être assez clair déjà dans le premier mail, bon bah c'est déjà la meilleure des choses. Mais c'est pour ça que nous on essaye plus d'avoir une approche téléphonique dans la prospection et après un mail ou un LinkedIn effectivement, ce qui est un peu inverse sur ce qu'on peut voir Oui, ce qu'on peut parfois entendre habituellement. de, Ouais, de, de- de carrément. préchauffer et ensuite de passer un coup de téléphone. Nous, on dit, ben, si tu as une conviction de lui proposer une bonne conversation, etc., déjà, voilà, et prends le téléphone et si ça marche pas, bah, fais-lui un mail récap pour lui expliquer la démarche. Tu veux rebondir dessus, Jacques, avant que je passe la parole à Raphaël? Non, non, je suis plutôt aligné sur ce qu'a dit Gauthier. Non, je laisser Raphaël enchaîner. Ouais. Cool, cool. Et du coup, donc toi, Raphaël, c'est aussi, je sais tu évoquais différents types aussi de séquences, parfois d'avoir de la séquence plutôt dans l'éducation, dans le nurturing, ce qu'on appelle nurturing, et parfois aussi des séquences qui peuvent être, comme le dit Gauthier et Jacques, assez droit au but, en fait, finalement, sur ce que tu veux faire et de la manière dont tu veux vendre, en fait. Ça va dépendre, oui, si tu connais bien ton prospect ou pas. Je rejoins Gauthier sur le fait des objectifs derrière en fonction aussi des postes. Si tu t'axes sur la prospection, qu'est-ce que tu as à vendre aussi? Si c'est du service, des produits, est-ce que c'est la vente transactionnelle ou plus complexe?
en fonction de ces objectifs-là, il faut se recentrer sur derrière ton process de vente et les étapes qui vont en découler du premier touch point, on va dire. Et en fonction de ça, ensuite, il faut personnaliser ton approche et avoir une jauge plus ou moins directe. Nous, chez HubSpot, bien entendu, la première approche, c'est d'identifier ou de partager des problématiques qu'on aurait ciblées chez ce prospect-là, d'ouvrir une discussion. L'objectif, c'est d'avoir un premier rendez-vous consultatif, d'analyser ses pains et de proposer une solution ou pas. Faut savoir aussi apprendre à stopper les échanges et les discussions si on peut pas aider. Donc ça, c'est important. Et effectivement aussi, c'est de personnaliser les approches en fonction des intentions, de où est-ce que tu te situes dans ton parcours d'achat. Donc ça, c'est plus la partie market aussi qui va arriver, entrer en compte. Si tu n'es pas encore mature, imaginons, tu appelles un prospect, il est déjà dans une phase d'étude de marché, il a téléchargé 2-3 livres blancs, etc. Tu sens que ce n'est pas encore le moment pour engager les discussions commerciales. Tu peux préparer une petite séquence de nurturing où tu vas continuer, poursuivre la discussion, lui apportant un peu de valeur chaque mois. Et peut-être dans 3-4 mois, repasser un coup de fil, où vous en êtes tout dans votre démarche, etc. Tandis que... Ouais, vas-y, non, termine, c'est intéressant. Versus quand tu as des demandes de contact direct, là, tu appelles dans la demi-heure, plus on est réactif, mieux c'est. Et tu proposes un rendez-vous directement. Donc ça faut s'adapter. Du coup, ce que j'entends, du coup, ce que j'entends, peut-être qui va rejoindre ce que tu veux dire, Gauthier, c'est qu'au final, le commercial qui fait la prospection, il doit aussi se positionner comme quelqu'un qui va apporter du conseil, presque, j'ai l'impression. C'est-à-dire que, est-ce que l'enjeu, c'est aussi, là, ce que tu expliques avec HubSpot, ce que toi, tu dis aussi un peu, Gauthier, dans le côté sincère, empathique, c'est aussi d'être dans cette capacité d'offrir du conseil dans un premier temps, pour réussir à discuter avec la personne et d'être tout de suite dans le conseil, mais conseil de vente, je sais pas. Oui, en fait c'est ça, c'est être expert sur son sujet en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Après, je pense que j'irais même plus, tu vois, enfiler sa blouse de médecin, quoi. C'est-à-dire, ok, Diagnostic. voilà, où est-ce que vous avez mal et comprendre le symptôme et la racine du problème. Et c'est pour ça que j'essaye d'appuyer vraiment sur comment je vais réellement l'aider et donc du coup lui faire émerger peut-être un problème d'acquisition, un problème de fidélisation, etc. Mais du coup, ce problème-là, est-ce qu'il est vraiment urgent ou pas et si on le met en place, qu'est-ce qui pourrait fonctionner chez vous? Moi, je dis ça parce qu'au début, on est arrivé avec Koala sur vraiment un outil, qui est un logiciel qui permet de générer des fiches contacts instantanément. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'aller plus loin pour aider réellement nos clients. Et aller plus loin, c'est de leur dire que, en fait, quand vous êtes face à une fiche contact, vous pouvez aller consulter des offres d'emploi pour vous rendre compte qu'il y a des informations qui sont hyper intéressantes pour vous dans votre qualification commerciale. Ensuite, que cette personne-là, il vaut mieux l'adresser sur LinkedIn parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de numéro de téléphone ou que par mail, ça va être plus compliqué. Au contraire, cette personne n'est pas du tout sur LinkedIn, donc ça ne sert à rien de faire des séquences là-dessus. Donc, je pense qu'on s'est rendu compte de ça et aujourd'hui, on vend plus cher et plus on vend cher, on se rend compte que plus on arrive à le vendre. Et je pense que ça rejoint aussi, encore une fois, ton intro où je pense que le contexte économique pas facile. On court tous après notre chiffre d'affaires de 2019 ou le chiffre d'affaires qu'on voudrait essayer de refaire ou atteindre en tout cas nos objectifs. Et donc, je pense que ça passe aussi par cette vente de valeur-là et se dire comment on les aide réellement. Et il y avait un autre point aussi que je voulais ajouter, c'est en général, dans une stratégie inbound, on arrive à attirer des personnes. Je trouve que de toute façon, ça amène de la crédibilité. De toute façon, ça amène des gens et du trafic et c'est déjà bien. Néanmoins, souvent, on n'a pas toujours le dirigeant. C'est ça que je veux dire. C'est que sur l'inbound, ça va tomber. Je pense qu'il y a un peu de mathématiques et ce qui va faire qu'on arrive quand même à avoir un peu de savoir combien vont tomber, mais c'est pas toujours facile. Et en général, quand ça tombe, c'est des gens qui ont un peu plus de temps ou qui sont un peu plus. Mais sauf que dans la vente, on a besoin de convaincre le dirigeant, le décisionnaire. Et c'est aussi pour ça où si on veut élever notre niveau de jeu en prospection commerciale, ça passe aussi par aller droit au but et avoir une vraie conversation avec un dirigeant. Et donc oui, Alexandre, du coup, ça rejoint proposer une conversation de valeur, d'expertise pour ensuite aider à changer, aider à faire cette vente-là. Jacques,
Tu voulais réagir, je crois, rapidement? Ouais, très rapidement sur la position d'expert, ou surtout sur les premières minutes, donc d'un call de découverte, et cetera. C'est très important, que ce soit en fait, c'est un peu un marché où à la fois tu dois capter des informations de ton prospect, parce que c'est ton job de faire la découverte, et lui, il te les donne que si tu lui dis des choses intéressantes. Et donc c'est l'expertise qui te permet ça. Bah, j'ai travaillé avec quelqu'un, il avait telle situation, j'ai cherché, ça ressemblait un peu à ce que vous faites, on a fait ça, ça et ça. Est-ce qu'on tombe dans la même chose? Hop, il va te dire oui, non, il te partage des infos. Tu rebondis en reprenant ta cape d'expert et en essayant de, voilà, d'apporter cette valeur. Et c'est ça, en fait, qui va te permettre après de, que lui se livre. Donc c'est, ouais, dans les 5-10 premières minutes, il y a vraiment ce jeu où chacun se jauge et où en fait, ton prospect dit, OK, est-ce que ce mec est assez intelligent pour que je livre de l'information sur ma boîte et sur mes véritables enjeux. Très clair. Merci, merci du coup à tous les trois. Ça me permet d'enchaîner, on l'a un petit peu évoqué déjà dans nos différents échanges, les enjeux de l'automatisation. Aujourd'hui, on le sait, et je l'ai dit déjà tout à l'heure, beaucoup de personnes utilisent l'automatisation en prospection pour envoyer des séquences d'emails. C'est reconnu maintenant, on le voit, on le sait. Il y a des petites choses qui vont nous dire tiens, ça c'est un mail automatisé, donc ça me gonfle. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore automatiser? Ça, c'est ma vraie question. Peut-être toi, Raphaël, pour démarrer, qu'est-ce que tu en penses de ces enjeux d'automatisation? Est-ce que c'est important de tout automatiser ces séquences? Est-ce que non? Comment il faut faire en fait? Ça va dépendre sur une petite niche de contacts ultra bien qualifiés. Ta séquence va être très personnalisée par rapport aux problématiques. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais si tu envoies une séquence à 1000 contacts qui ne sont pas qualifiés, etc., là, c'est compliqué. gros drapeau rouge. Je pense Mm. pas. Mm. Après, je pense, enfin, chez HubSpot, on a pas mal de choses qu'on essaye de mettre en avant. C'est d'essayer de démultiplier les points de contact. On travaille beaucoup avec la vidéo aussi, personnalisée, ce qui peut être différenciateur. Il y a des personnes aussi qui commencent à envoyer des vocaux sur LinkedIn. Ça peut être des approches différenciatrices par rapport à un email classique où on va te prospecter et on se trompe de ton prénom, le nom de ton entreprise et les tokens ne sont pas bien mis à jour. Effectivement, faut bien utiliser l'automatisation quand elle est pertinente et pas l'utiliser à outrance et flinguer ta prospection, hein, parce que c'est vraiment des efforts de sourcing qui sont mis sous terre si tu n'utilises pas bien ces outils-là. Voilà ce que je peux dire, moi. Ok, je vais lancer d'ailleurs un petit sondage. Dites-nous dans l'audience si vous automatisez toutes vos séquences. Ça m'intéresse de voir un petit peu le degré de personnes qui vont automatiser. C'est toujours intéressant. Gauthier, toi, c'est quoi ton avis sur ce sujet d'automatisation? Bah, encore une fois, du point de vue du commercial, il y a des choses qui sont faciles en fait. C'est facile d'utiliser Wallaxy. Pour 0 €, on peut envoyer, on peut prendre qui on veut dans la base LinkedIn, on peut faire des séquences sans trop de difficultés et sans trop d'efforts. Donc en fait, c'est facile de faire ces séquences-là. Euh, c'est facile et pour le coup, c'est pas, non, je le déconseille pas. Je pense qu'on peut le faire. On peut faire des choses qui sont très intelligentes, des choses qui engagent une conversation. Il faut se rappeler que c'est un réseau social, donc social, quoi. Il faut jamais l'oublier. Et toujours se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que est-ce que vous, en fait, vous répondez aux mails que vous envoyez? Est-ce que vous allez répondre aux mails que vous envoyez? Est-ce que vous allez répondre aux sollicitations que vous avez sur LinkedIn? Donc je pense que c'est important aussi de toujours se mettre là-dessus. Donc je pense que les dérives, tu l'as dit Alexandre, je pense que le Covid a quand même bien accéléré toutes ces tendances-là sur les outils comme Wallaxy, Lemlist. Et donc c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, Lemlist éduque beaucoup leurs utilisateurs parce qu'ils se rendent compte que du coup, sinon, il y a beaucoup de maladresse. Et comme disait Raphaël, eh ben, ça peut être nocif à l'image de marque, ça peut être nocif à cet effort-là parce que voilà, il y a quand même de l'effort. Et donc, c'est toujours en fait à
qui doit automatiser? Est-ce que c'est le marketing pour les commerciaux? Est-ce que c'est les commerciaux? Du coup, est-ce que ça leur rajoute aussi une casquette Bon, moi, ma conviction sur le sujet, c'est que oui, mais pas pour une demande de rendez-vous immédiat, pas pour, pour engager une première conversation. Parce que je pense que je pense que ça ne fonctionne pas. En tout cas, Alexandre, tu évoquais les quantités de mails que tu recevais. Donc, Mmh. je pense que sur voilà, un 1er contact, on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Je ne sais jamais si je mets les mots dans le bon ordre, mais vous avez compris l'idée. Donc ça doit être quelque chose d'humain, ça doit être quelque chose qui doit être fait. Et après, sur l'automatisation, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être malines. Bon, est-ce que vous avez lu le message personnalisé que je vous ai fait? Ceci était mon dernier message. Donc, s'il ne faut pas en abuser en automatisation, pas envoyer trop de séquences. Ou alors, si on envoie des séquences, il faut s'assurer qu'il y ait toujours de la valeur dans ce qu'on envoie et toujours une porte de sortie pour la personne qui reçoit les messages. Et après, donc, quand on parle d'automatisation et d'apport de contenu et d'apport de valeur, bah là, c'est vraiment plus des sujets marketing pour le coup. Et je suis un peu moins bien placé pour en parler. Justement, on regarde un peu là, les résultats du sondage. On voit que 25% des personnes qui ont répondu utilisent l'automatisation à chaque fois, 25% non, et pas toujours non plus à 50%. Donc, c'est assez partagé. Toi, Jacques, je sais que tu es un fanat d'automatisation, non? Je me trompe? Ouais, moi, effectivement, c'est assez efficace pour certains types de deals. Par exemple, Raphaël en a pas parlé, mais j'imagine quand on voit un logiciel comme, HubSpot, ben, on va tout changer, en fait, dans l'organisation de la boîte. C'est vraiment très différenciant, donc effectivement, la personne a besoin j'imagine, de ressentir que tu comprends vraiment bien son business, ce qui va être voilà, et généralement, c'est des plus gros deals comme ça. Quand on vend, par exemple, nous, on a des cadeaux de Noël, donc c'est pas toute notre activité, mais une grosse partie. Bah, typiquement, on peut se permettre d'automatiser pas mal de choses sur ce sujet-là parce que, grosso modo, tout le monde va faire des cadeaux de Noël ou est sensible, et donc c'est pas grave si, bah, sur quelques deals, les gens n'en font pas ou c'est interdit dans leur secteur et cetera. S'il y a quelques ratés, c'est pas très grave. Pareil, avant, je vendais un outil de gestion de trésorerie, donc c'était aussi plutôt sur des petits paniers moyens, enfin entre 100 et 500 € quoi, par mois. Mais là, pareil, tout le monde a un enjeu de cash à piloter, à savoir, où tu vas te retrouver dans 3 mois. Donc l'argumentaire est un peu le même. Alors après, il y a une différence entre secteurs, mais on peut se permettre, d'automatiser à fond sur cette partie-là. En revanche, quand c'est des choses où on doit montrer une très grosse expertise, qu'on apporte énormément de valeur et qu'on va changer beaucoup de choses dans la boîte, nous, par exemple, on met en place des programmes ambassadeurs, voilà, qui vont changer toute la relation par rapport aux clients. Bah, forcément, je j'envoie pas des tartines, d'emails Mmh. automatisés à chaque fois. Et moi, en tout cas, le sentiment que ça me donne, c'est que si je reçois un mail automatique, globalement, il est assez peu personnalisé à chaque fois parce que il y a un travail à mener en fait dans l'écriture, dans la manière d'amener les choses. C'est compliqué. Et ça me donne le sentiment finalement que le commercial qui est derrière, il fait pas l'effort. En tout cas, il essaye pas de venir justement provoquer chez moi une attente, quelque chose en fait qui permettrait d'engager la conversation. Est-ce qu'on peut quand même personnaliser en fait nos approches en faisant de l'automatisation? Est-ce que c'est réalisable de vos expériences à chacun? Là, j'ai pas forcément un speaker particulier sur cette question, mais est-ce que on peut aujourd'hui avoir des approches quand même personnalisées tout en gagnant du temps et en automatisant nos actions de prospection? Moi, je pense que oui. Tu peux toujours mettre une petite phrase personnalisée par rapport à ton Mmh. contact ou autre. Mais pourquoi c'est si rare alors, Raphaël? Dis-moi pourquoi c'est si rare? Pourquoi moi, j'en ai reçu encore ce matin, il n'y a jamais cette étape en T'as fait. pas C'est eu de ça qui me rend chance, je ouf. pense, mais je sais pas. C'est si rare parce que les gens ont peut-être des targets élevés, ils ont besoin de faire du Du volume, volume. beaucoup de volume pour atteindre les objectifs. Effectivement, je suis pas convaincu aussi le fait d'envoyer des emails comme ça non personnalisés puisse te générer du rendez-vous. Je suis plus de l'école de Gauthier aussi à appeler d'abord et ensuite faire des suivis par message, etc. Et être omnicanal qu'en envoyant un email non personnalisé puisque toi tu génères pas du rendez-vous derrière, donc ça n'a aucune Mmh. valeur.
pour moi. Mais je crois que j'avais vu un post sur LinkedIn d'une commerciale qui avait vraiment personnalisé son approche, qui avait été mis en avant et elle avait pu générer des échanges ensuite sur le ton de l'humour. Ça peut être de différentes façons. Ou peut-être aussi une histoire passée professionnelle, en étant en contact avec un tel, je vous contacte. Plutôt que bonjour Alexandre, il vous manque des leads à générer chaque mois, comment on peut Hmm. vous aider? C'est marrant, j'ai reçu ce Comme ça. mail-là hier. Non, mais c'est vrai, franchement, Bon, du coup, vous c'est l'avez assez compris, incroyable. pour avoir Alexandre, il faut juste personnaliser, quoi. C'est pas compliqué. Exactement. Faire le petit effort, le 1% d'effort qui va faire changer d'avis, obtenir un rendez-vous avec moi. Bah, Tu en voulais fait, réagir, Gauthier? Une dernière pour ouais, finir? sur la personnalisation, ce qui se passe, c'est que c'est très chronophage. Vous avez beau Bah oui. rédiger un super mail, peut-être que les ratios seront un tout petit peu plus élevés, mais comme vous allez en faire que 5 et vous allez passer une après-midi, ça décourage. Après, de l'autre côté, bon, bah, il y a tout ce qui concerne l'IA. On s'y est pas mal penché. On n'a pas encore. Alors, on s'y est pas mal penché, mais ça fait 3 mois qu'on n'y est plus dessus. Donc, à mon avis, c'est encore déjà passé pas mal de choses sur ce sujet. Hem, donc, ouais, moi, j'ai pas encore beaucoup de recul là-dessus. Ce que je vois, c'est que automatiser de la personnalisation, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hem, Ce que je vois le mieux, ce qui fonctionne le mieux, c'est les personnes qui rédigent une phrase par personne et qui l'intègrent dans un mail. Et donc, bonjour, first name, icebreaker, et après un contenu qui est un peu plus direct et clair, comme conseillait Jacques aussi sur le mail, qui dit bon, bah, voilà ce qu'on fait, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, mais en tout cas, effectivement, je pense que, ça permet d'être dans les, allez quoi, 4-5% de gens qui ont moins pris ce temps-là. Je pense que les gens, mine de rien, lisent très vite et archivent, mais lisent quand même un petit peu. Donc je pense qu'on peut déjà au moins avoir le premier arrêt dans la lecture du mail en disant ok, donc lui, il a au moins passé 3 minutes à regarder ce que je faisais. Ça vaut le coup que je lise au moins la suite. Voilà. Euh, donc je pense que ça, je pense que c'est une des clés. Et après, il y a autre chose. C'est est-ce que je suis sur le bon canal, comme disait Jacques dans la préparation, est-ce que je suis sur le bon canal avec la personne pour la voir, et est-ce que j'ai la bonne tonalité? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qu'il faut appeler monsieur et vous voyez? Est-ce qu'on est quelqu'un qui nous ressemble? On va peut-être avoir un ton qui est plus détendu, pardon. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment important pour la personnalisation. Et après, c'est comment voilà, on prend le coup de main pour que ce soit plus rapide. Super, on va attaquer le dernier secret. Il nous reste un peu moins de 10 minutes, mais on devrait pouvoir y arriver. Moi, c'est un secret auquel je crois énormément et je sais que c'est aussi partagé par vous. C'est ce que j'appelle le retour un peu au basique de la prospection. J'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on vient de se dire sur la digitalisation, les outils, l'automatisation, on a perdu un petit peu le sens du contact et notamment le contact humain. On le voit, et c'est ce qu'on fait beaucoup aussi nous chez Ida Agency, c'est de pouvoir à nouveau se rencontrer physiquement, de pouvoir créer des petits événements, de pouvoir organiser même peut-être des plus gros événements. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans cet aspect de prospection, de créer ce premier contact, ces premiers échanges avec nos prospects, est-ce qu'il y a un enjeu aujourd'hui de revenir aussi dans le monde physique et de retravailler un petit peu son réseau, de retravailler un peu ces échanges, ces rencontres, pour pouvoir justement bien aller atteindre ses objectifs et notamment sur cette fin d'année? Je sais, vous, Jacques, par exemple, chez Jeudi Merci, vous organisez en ce moment un pop-up à Paris. Est-ce que ça fait partie de cette stratégie justement de prospection, ou est-ce que c'est réservé que aux clients? Je ne sais pas. Non, non, enfin, nous, c'est clairement notre approche. Mm. On vend quelque chose de physique, de palpable, des cadeaux. Normalement, ça rend les gens assez heureux. Et effectivement, dans notre approche commerciale, on dit que les gens ont besoin, enfin, que le canal physique, c'est le meilleur parce que c'est pour créer de la relation. Et donc, il n'y a rien de mieux. Enfin, moi, quand je fais des rendez-vous, je me balade avec ma valise de choses à déguster, à tester, etc. Parce que les gens adorent. Et donc, le fait d'avoir fait une pop-up là pour Noël en septembre, donc un peu en amont de phase, les gens sont super contents, ils peuvent goûter le chocolat, le champagne, voir tous les objets qu'on propose. Et puis rien ne remplace une relation, voilà, physique. Moi, dès que je peux aller en rendez-vous en physique, je fais.
Après, bon, c'est une petite organisation, mais ouais, mais vraiment, pour moi, c'est le plus efficace. Et nous, on s'en sert beaucoup dans la prospection. On envoie, comme je le disais tout à l'heure, des cadeaux. Et à chaque étape, donc, qui permet de faire un icebreaker, donc une petite carte avec un QR code qui redirige vers un cas d'usage d'une entreprise similaire et des petits chocolats à manger. Et ensuite, quand on rappelle les personnes, elles ont goûté nos chocolats. Donc, elles savent qui on est, qui l'ont envoyé. C'est beaucoup plus facile ensuite d'engager une conversation. Et on le fait tout au long du cycle de vente. Après la première démo, on envoie un petit sachet de thé personnalisé. C'est aussi un bon moyen pour aller chercher des gens, des décisionnaires. Tu t'en parlais tout à l'heure, Gauthier. Bah voilà, tu rencontres, je sais pas, la head of CRM, par exemple, comme moi, mais j'ai besoin du directeur marketing et du DG. Bon, bah, quelquefois, je bloque et donc bah, je leur envoie un petit cadeau, etc. Je dis, bah, vous voulez tester ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Moi, j'ai besoin aussi d'échanger avec vous pour voir si ça correspond bien. Donc, cette partie physique, nous d'autant plus, mais au cœur de toute notre stratégie commerciale. Il y a Alain en commentaire qui nous dit que avec la visio, finalement, les gens aujourd'hui veulent faire que des visios, donc c'est de plus en plus compliqué de rencontrer nos prospects. Vous êtes assez d'accord avec ça, peut-être Raphaël, toi, ou je sais que par exemple chez HubSpot, vous êtes assez friand finalement de travailler en visio, mais même sur des gros deals importants, ça peut se faire en visio, mais est-ce qu'il y a une volonté aussi de retourner un peu en rendez-vous physique comme le fait Jacques? Ouais, totalement. Je pense sur des rendez-vous clés, des soutenances, lors d'appels d'offres, de consultations, etc. Les commerciaux se déplacent de plus en plus et c'est essentiel pour gagner un projet. Ça, j'en reste persuadé. Également, on organise des dîners un peu C-level où on va inviter des prospects dans lequel qu'on a ciblé où il n'y a pas de deal ou sur des deals en cours qui permettent de faire de la réassurance, de parler de problématiques entre C-level. On développe aussi la partie événements physiques en propre et aussi avec nos partenaires, Mm. comme avec vous. Donc, c'est quelque chose, moi, dans lequel je crois énormément et c'est important parce que les gens ont été lessivés lors du Covid sur prospection digitale, les événements digitales, etc. Et on voit que là, les salons explosent, les salons professionnels. Il y a de plus en plus de monde. J'ai fait la Paris Retail Week il y a quelques temps. Il y a beaucoup d'audience. J'étais même plus habitué à avoir autant de personnes en physique. Donc, je pense que les gens ont besoin aussi de se rencontrer, d'échanger de vive voix et de retrouver des sensations de Mm. l'avant-Covid. Et Gauthier, toi, par exemple, les petits meet-up, est-ce que pour toi, le sales doit aussi s'investir un petit peu dans cette création de réseau pour l'aider dans sa prospection? Oui, moi c'est ce que je voulais partager, c'est que de toute façon, comme partout, tout est une histoire de cycle. Ces dernières années, il y a une explosion de la prospection digitale, mais qu'aujourd'hui faut pas que ce soit la norme. Il faut que ça devienne une corde supplémentaire à notre arc, mais que sinon il y a toujours, depuis, une centaine d'années le porte-à-porte, puis après le téléphone, puis après, le mail, puis après, la partie événementielle a toujours un peu existé. Puis maintenant le digital, peut-être demain l'IA, on ne sait pas c'est quoi la suite, mais en tout cas, il faut au moins se rappeler que c'est juste une corde supplémentaire et que ça doit pas être la norme. Et après, aussi pour rejoindre ce que disait Jacques là-dessus, évidemment qu'en fonction de ton panier moyen, du niveau de décisionnaire, etc., on est obligé d'investir. On est obligé d'investir Mm. du temps, on est obligé d'investir de l'effort, on est obligé d'investir de l'argent, mais on ne peut pas convaincre des décideurs avec des séquences automatisées ou des choses comme ça. Donc il faut en être conscient et il ne faut pas hésiter du coup à investir là-dessus. Et après, oui, la partie événementielle, comme partage Raphaël, ça revient bien. Sans trop d'efforts, en fait, sur les 6 derniers mois, on a pu organiser des événements à Lyon où on a fait venir du monde, là où finalement on avait parfois plus de mal à faire venir des inscriptions en ligne, bah, en fait en présence physique, parfois il y a peut-être plus de chances. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord, tout est une histoire de cycle, tout est une histoire aussi de comment on réussit à sortir du lot, à se différencier par rapport aux autres, et quelqu'un qui met le bon niveau d'effort, et ben déjà dans cette conviction-là, il va être plus performant, il va être meilleur et il va aussi réussir à plus convaincre son interlocuteur en face.
Pour terminer, il y a une nouvelle notion, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui s'appelle le near band. C'est une nouvelle notion, mais qui finalement se repose sur quelque chose d'assez ancien, c'est de faire du business avec son réseau, ses partenaires, ses clients aussi. On l'oublie un peu trop souvent, le bouche à oreille, ça fonctionne toujours et ça se cultive. Et c'est aussi un basique, en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié. On est là à aller scraper des milliers de contacts sur LinkedIn pour faire des séquences automatisées, etc. Alors qu'autour de nous, on a déjà de quoi faire. On a d'un point de vue local peut-être des voisins d'entreprise sur lesquels on peut peut-être aller faire de la prospection. On a des partenaires avec qui on travaille sur certains deals qui peuvent peut-être nous aussi nous amener des choses. Et puis on a nos clients qui peuvent nous recommander. Est-ce qu'on peut peut-être terminer sur cette notion-là aussi du retour au basique sur ces enjeux de clients, de partenaires, de personnes autour de nous? Vas-y Gauthier. Ou Jacques, vas-y Jacques, vas-y, je t'en prie. Clairement, c'est le mieux. Enfin, il y a pas photo. Enfin, moi, quand j'ai un prospect qui vient de la part d'un client ou qui est recommandé, bah, il y a 70% de chances qu'il close, quoi. Enfin, donc c'est juste énorme par rapport à quelqu'un que j'ai au téléphone. Donc vraiment, c'est le must. Et moi, je force tout le monde à dire à chaque fois que tu gagnes un deal, à chaque fois que tu es quelqu'un, le but c'est d'obtenir les noms de 2-3 personnes de parrainage, etc., de gens qui pourraient être intéressés, parce que c'est ça qui maintient aussi ta prospection et ça te facilite énormément la vie. Donc c'est pas facile. Je pense qu'on n'a pas assez parlé, mais ce sera peut-être le sujet d'un autre webinaire, mais sur le réseau, sur comment créer ton réseau. C'est pas facile. Comment faire pour rencontrer les bonnes personnes, pour savoir solliciter les gens quand on a besoin, comment leur demander. Ça, c'est aussi un art qui est un peu complexe et qu'on nous apprend peu. Mais clairement, ouais, c'est le canal d'acquisition, les recommandations ou toquer chez ton voisin pour lui demander si lui est intéressé ou s'il connaît quelqu'un qui est intéressé. Pour moi, vraiment, c'est le meilleur canal. Vous partagez tous les deux aussi pour conclure? Gauthier, peut-être? Pour moi, un commercial, il doit passer 90% de son temps avec des prospects ou des clients. Et le fait de passer du temps avec des clients, évidemment, il y a ce sujet recommandation, mais en fait, ça nous rappelle aussi tous les jours en quoi on les aide vraiment à gagner. Et en fait, ça nous donne des idées, ça nous fait du bien, parce que c'est un métier qui n'est pas facile, il y a des hauts et des bas. Donc, vraiment, passer du temps avec eux parce que ça va aider à repartir en prospection, à avoir ces sujets-là. Donc, ce serait vraiment ce conseil-là que je rajouterai à la fin. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Vous avez plusieurs intervenants qui peuvent peut-être y répondre. Effectivement, Loïc met en avant Experience Day. Donc ça, c'est un événement qui est organisé par ID Agency sur l'expérience client à Lyon et donc qui nous permet effectivement de rencontrer physiquement des prospects et des clients, de pouvoir échanger avec eux. Donc évidemment, c'est un point intéressant. Jacques a parlé effectivement aussi de cette partie pop-up. C'est tous ces enjeux sur en tout cas le retour aux sources et au physique qui est assez intéressant. Des petits déjeuners, des after-work, tout ça peut très très bien fonctionner. On n'a pas besoin d'avoir 50 personnes, déjà d'avoir 10 décideurs autour d'un petit déjeuner pour évoquer une thématique particulière. Ça peut déjà faire la différence, donc c'est assez intéressant à mettre en avant. En tout cas, je suis assez content. Il y avait pas mal de monde qui était présent, qui sont restés connectés durant tout le webinaire, donc j'espère en tout cas que c'était intéressant. Je vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup de questions. Ce qui est certain, c'est que suite à cet événement, je vous enverrai les contacts de tout le monde pour pouvoir justement rentrer en relation avec Jacques, Raphaël, Gauthier, si vous avez besoin de prolonger un petit peu plus loin les discussions à travers cet enjeu de prospection. Nous aussi, chez ID Agency, on se tient évidemment à votre disposition pour vous aider, vous accompagner sur ces enjeux-là. En tout cas, j'étais ravi de vous recevoir tous les trois. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir relevé ce challenge aujourd'hui sur les 5 Merci, secrets Alexandre. pour faire décoller vos ventes. Merci aussi à toi, Jacques, d'avoir pris la relève encore une fois de Malcolm au pied levé. Ça fait plaisir. Du coup, je vais conclure sur ce point-là. Merci à tous qui sont là en commentaire aussi, qui nous partagent leur retour. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis à très bientôt. Merci Raphaël, merci Jacques et Gauthier. Et puis à très vite. Merci. Bonne Merci journée à beaucoup. tous. Merci.